Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Pour ce premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Inter Miami, plus rien n'arrête Messi, ça fait le buzz. Ligue 2, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa? On en parle en actu. Excellent début de semaine sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà donc pour cette semaine, pour ce début de semaine, pour ce lundi soir, la question LGT, Ligue 2, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa? Alors pour participer à l'émission, vous avez la possibilité de nous appeler au 27 21 59 93 99. Il s'agit du numéro de téléphone de la 3, bien sûr, le téléphone qui sera ouvert dans quelques petites minutes. Voilà, pour les 90 minutes d'émission, oui, nous serons en direct pendant 1h30, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et je serai bien sûr accompagné de Roger Stéphane. Bonsoir, Roger Stéphane. Bonsoir, Marie-Christine Begré. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Et coach Kouadio Georges, bonsoir. Le micro, parce que je n'ai rien entendu, et tout le monde. Bonsoir, notre inamovible Begré Marie-Christine. Ouh là là, ce lundi soir, ça fait du bien. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Allez, c'est parti avec les news. Voilà, on vous donne les news de la planète sportive et c'est dans LGT News. LGT News. Ouvrons les news de la semaine avec le meeting international de para-athlétisme de l'homme. LGT News. LGT News. Tennis, Abidjan ITF Tour 2024. Francky Ouamian intraitable. L'Ivoirien Francky Martial Ouamian a remporté le deuxième tournoi de l'International Tennis Fédération ITF organisé du 21 au 27 avril à Abidjan par Boniface Papanouveau et la Fédération ivoirienne de tennis FIT. Devant une soixantaine de jeunes tennismen venus d'une vingtaine de pays du monde entier, Francky Martial Ouamian a expédié le Nigérian Daniel Adeleye en 6-2, 6-0 lors de la finale du J60. Contrairement à la finale du premier tournoi, le J30 qu'il a remporté difficilement face au même adversaire nigérian, le tennisman ivoirien n'a laissé aucun répit à son adversaire. Avec ses 2 victoires, Francky Martial engrange 90 nouveaux points ITF. Il est bien parti pour retrouver son compatriote Eliakim Koulibaly sur le circuit international dans les années à venir. Ce ne fut pas facile, mais nous nous sommes battus pour terminer en beauté. On espère que tout le monde, y compris les sponsors, vont se mobiliser davantage pour le succès des prochaines éditions, notamment celui qui pointe à l'horizon au mois de novembre, espère le directeur du tournoi, Boniface Papanouveau. LGT News. Football, Ligue régionale. Bonan FC accroche le nul et garde sa place de leader avant la 8e journée. Bonan FC, leader de la Ligue régionale de Daloa, était en déplacement difficile sur le terrain de son dauphin Espoir FC. Au terme d'un match très engagé en première période, Espoir de Daloa a pu rejoindre la pause avec un but à son actif. Une réalisation intervenue dans le temps additionnel. Fouettés dans leur amour-propre, les hommes du président Abdoulaye Diabaté ont accentué une pression tout azimut à l'adversaire qui finira par rompre à la 76e minute grâce à un but de Bis Stéphane Vanier. Un but partout. À l'issue de cette 7e journée, ce nul maintient Bonan FC en position de leader avec 13 points avant la réception d'espoir de Zouenoula ce mardi 30 avril au stade municipal de Boisflé. LGT News. Voilà, avant le débrief des news, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite.
Voilà, après la publicité, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous passons maintenant au débrief des news. Roger Stéphane, on commence avec vous. Oui, avec les sports paralympiques et notamment le 8e meeting international des para-athlétisme qui a eu lieu du côté de Marrakech au Maroc. La compétition est terminée hier. Eh bien, c'est une bonne moisson pour la délégation ivoirienne qui est rentrée avec 7 médailles au total. Contrairement à ce qui a été dit dans l'élément, il y a bien une médaille d'or. Okay. C'est celle de Yeka Michel qui a été médaille d'or au javelot avec un jeu de 35 mètres 28. Il est de petite taille. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a Yapi Karine au disque sur un jeu de 21 mètres 49 a obtenu le minima pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Voilà les deux grandes nouvelles qui sortent donc de cette expédition ivoirienne du côté de Marrakech. Bon, pour le reste... Dufy Benyan a eu 3 médailles de bronze, javelot, lancer du disque et au poids. Konaté Zié a eu 2 médailles en athlétisme, enfin, aux 100 mètres et 400 mètres. Et puis Gou aux 400 mètres. En tous les cas, c'est une très belle moisson. Objectif vraiment atteint par le président Trazé Pacom et sa fédération. Il avait pour objectif justement d'aller chercher une médaille d'or, une médaille d'argent et surtout 2 minima pour les qualifications. Bon, oui. On n'est pas très loin. Il y a la médaille d'or, il y a un minima pour aller aux Jeux Olympiques, des Paralympiques. Je rappelle qu'il y aura lieu encore après les Jeux des champions qu'on voit tous les jours. Et puis les personnes en situation de handicap viendront juste après. C'est vraiment une campagne bien réussie. Bravo au président Trazé Pacom. Maintenant, dans son viseur, il y a les mondiaux d'haltérophilie qui auront lieu du côté de la Géorgie. Ce sera la dernière grande compétition avant d'aller à ces Jeux paralympiques. On souhaite bonne chance à cette fédération qui travaille bien, qui fait de très bons résultats. Et cette campagne du côté de Marrakech a été un plein succès pour la délégation ivoirienne. Très bien. Jean-Philippe, avec vous, on parle de Mohamed Salah. Oui, Mohamed Salah, je pense qu'il est dans une mauvaise passe avec son entraîneur. Il y avait quand même eu cette grande complicité entre Jürgen Klopp et Mohamed Salah sur les années précédentes. On savait que son penchant pour Mohamed Salah avait été l'un des facteurs, je dirais, même si ça n'a pas été mis en avant, mais qui a contribué au départ de Sadio Mané du côté de la Bavière et du Bayern Munich. Nous avons des joueurs comme Marquinhos qui ont fait près de 439 matchs et Kylian Mbappé qui est le meilleur buteur qui a marqué 255 buts quand même. Et puis il faut féliciter Mbappé quand même qui a porté cette équipe et en même temps capitaine de l'équipe de France. Oui, Roger Stéphane. Oui, sur les titres au niveau du championnat de France, je constate qu'il y a un règne un peu cyclique dans ce championnat-là. Dans les années 70, c'était Saint-Étienne, avec une formidable génération. Dans les années 90, c'était l'Olympique de Marseille, le Abedi Pelé, Chris Woodell et autres, Basile Boli. Dans les années 2000, c'était Lyon. Et puis depuis les années 2010, c'est le Paris Saint-Germain qui règne maintenant sur ce championnat. C'est le premier constat. Les fonds qataris ont propulsé véritablement le Paris Saint-Germain au sommet du football français. C'est le club qui a le plus gros budget, qui a le meilleur effectif, avec quelques-uns des meilleurs joueurs au monde, notamment Kylian Mbappé. Et depuis 2010, ça fait quasiment 14 ans. Et c'est 12 titres en 14 ans de financement des Qataris. Jean-Philippe et moi, on faisait le calcul tout à l'heure. Je crois qu'il y a Monaco et peut-être Montpellier ou Lille qui ont réussi à être champions pendant cette période du règne de l'équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que Luis Enrique a fait vraiment une révolution? Je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont été champions avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Là où on attend véritablement le Paris Saint-Germain, c'est en Ligue des Champions. Après la finale perdue de 2020, il y a tellement d'argent qui a été investi dans ce club que le vrai défi du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. Bon là, ils sont champions de France, c'est bien. Ils ont échoué un peu en Coupe de France. Ce n'était pas tout à fait prévu dans leur calcul. Mais par contre, on attend tous de voir cette fameuse demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend vraiment le Paris Saint-Germain. Parce qu'à la vérité, quand vous regardez le championnat de France aujourd'hui, Paris n'a vraiment pas d'adversaire. Et c'est un titre qui vient couronner un règne qui dure. Mais ça aussi, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir de l'effectif, c'est la puissance d'un club qui a réussi à s'imposer ces dernières années comme l'un des meilleurs sur le continent européen et comme le numéro 1 du côté de la France.
En tout cas, Paris, sacré champion de France. Voilà. Une information complémentaire, hein, très chers téléspectateurs. Football, tournoi qualificatif Cannes U17. Les Éléphantaux ont débuté leur préparation. Les Éléphantaux ont entamé la préparation du tournoi qualificatif de la Cannes U17 pour la zone UFOA-B, prévu au Ghana du 15 au 28 mai. Un premier stage a démarré ce lundi au lycée classique d'Abidjan avec 27 joueurs et s'achèvera le vendredi prochain. Le second et dernier stage aura lieu du 6 au 10 mai à Brofodoumé. La Côte d'Ivoire, soulignons-le, évoluera dans le groupe A en compagnie du Ghana et du Bénin. Voilà. Coach Kouadio, je voulais dire un petit mot sur cette information. Disons que c'est une sélection qui nous a toujours réussi. Nous avons des joueurs qui sont quand même dans la formation, qui réussissent des fois à Montaigu, nous ramener des lauriers, soit meilleur buteur ou bien soulier d'or par moment. Donc j'ai confiance en cette équipe, j'ai confiance à ceux qui encadrent cette équipe et je pense qu'au tournoi, nous allons faire bonne figure. On espère. Jean-Philippe? Depuis la victoire à la CAN 2013 de la génération Franck-Yannick Kessié, la Côte d'Ivoire n'a plus participé à une CAN des U17. Et ces dernières années, quand même, des efforts ont été faits. Ces dernières années, ça inclut bien évidemment, je dirais, la fête de mandature de feu le président Sili Diallo et également la mandature actuelle du président Idriss Diallo après avoir rectifié le tir parce que sous la normalisation, ce n'était pas la priorité absolue. Donc on avait tout simplement rétrogradé au calendrier grec les participations de nos sélections de jeunes aux compétitions internationales. Quand le président Idriss Diallo est arrivé, il avait pour priorité de repositionner quand même l'équipe nationale senior. Et donc, le projet jeune n'était pas également sa priorité. Mais aujourd'hui, après la victoire à la CAN des seniors, je pense que du côté de la fédération, pas qu'ils aient compris, mais ils ont décidé de mettre les bouchées doubles avec les revenus qui se sont accrus pour permettre aux différentes sélections de jeunes d'être compétitives et puis essayer d'aller bien écrire également leur histoire. Il y a cette ambition qui est née et donc ces jeunes de U17, à mon sens, ont déjà eu une très bonne préparation parce que la majeure partie a pris part au tournoi de Montaigu. Ouais. Donc c'était une excellente expérience où la Côte d'Ivoire s'est classée 3e de la compétition de peu sur le goal average particulier. On n'a pas pu se qualifier pour la finale. Et donc, avec cette ossature qui était gardée, je pense que du côté du Ghana, peut-être le problème de la pelouse, parce qu'on sait qu'en France, ils évoluent sur une très bonne pelouse. Ici également, il y a de très bonnes pelouses sur lesquelles ces garçons la jouent. Peut-être que ça peut leur poser préjudice, mais le staff technique va en tenir compte. Et pourquoi pas permettre à la Côte d'Ivoire, au niveau des différentes sélections de jeunes, parce que pour l'instant, les U17, mais les autres, de pouvoir se qualifier pour toutes les compétitions à venir et retrouver la Côte d'Ivoire à sa place, qui est celle d'être un pays leader au niveau du football sur le continent africain. Les Éléphantaux, oui. Non, je partage l'optimisme et l'enthousiasme de Jean-Philippe et de coach Kouadio Georges sur ce petit groupe-là qui, à mon avis, doit être suivi de près. Voilà, vraiment bien regarder cette compétition. Sur ce tournoi qualificatif, il y a deux poules. Il y a la poule A, il y a la poule B. Nous sommes 7, nous sommes dans la poule A3 avec le Ghana, le pays organisateur et le Bénin. Je pense que le coup est jouable. Notre véritable adversaire sera le Ghana dans cette poule A. Les deux premiers chaque poule seront qualifiés directement pour la suite de la compétition. Pour le reste, l'équipe a été tellement belle il n'y a pas longtemps au tournoi de Montaigu. Oui. Rappelez-vous de la belle performance face à la France, face à l'Argentine, à l'Arabie Saoudite, au Japon, au Mexique, etc. etc. Les garçons avaient été tellement séduisants, un beau football collectif, de très belles individualités, beaucoup de génie dans le jeu des éléphants. Et donc, visiblement, on a envie de voir cette équipe aller à la Coupe d'Afrique des U17 pour aller concrétiser le beau visage qui a été présenté au tournoi de Montaigu. Maintenant, ça passe évidemment par ce tournoi du côté du Ghana. J'avoue que j'ai vraiment hâte de voir cette équipe entrer en compétition. Maintenant, pour la préparation, il y a les deux regroupements. Ça aussi, c'est bien. Brofodoumé, pour rappel, c'est le centre, du football club de San Pedro, construit aux enclavures en sortant d'Abidjan, en partant à l'épée. C'est un centre magnifique d'un équipement qui fait rêver tous les grands clubs européens. Donc, les conditions sont réunies. Maintenant, au coach de continuer de travailler et d'amener nos garçons à faire une belle prestation et surtout se qualifier pour la CAN parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas disputé cette CAN des U17.
Bien sûr. Alors, les éléphantos, hein, après cette belle prestation au tournoi de Montaigu, sont donc en préparation actuellement pour le tournoi qualificatif de la CAN U17 pour la zone UFOAB prévue au Ghana du 15 au 28 mai. Bon, on passe à présent à ce qui crée le buzz. Allons-y. Messi est intraitable cette saison en MLS. Alors bon, cette vidéo plante le décor, on regarde et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Voilà, c'est donc le sujet du Sabuzz ce soir. Plus rien n'arrête Messi à Miami, à l'Inter de Miami. Bon, Messi encore en forme, Jean-Philippe? Non, c'est relatif parce que le niveau du championnat lui-même laisse dubitatif. Mais bon, on a encore les yeux brillants face à la prestation du garçon, champion du monde. On attend la Copa América pour savoir si le choix d'immigrer du côté des États-Unis n'a pas joué sur sa compétitivité. C'est surtout ça parce que on a eu l'impression qu'il partait à Miami, en Floride, je crois, si je maîtrise bien la géographie américaine, pour des vacances bien dorées. Il a fait venir certains de ses amis, notamment Alba, Luis Suarez, pour ne citer que cela. Bon, il semble que l'équipe présidée par David Beckham semble avoir de bien meilleures ambitions et que Lionel Messi, après s'être reposé plus d'1 an à savourer sa Coupe du Monde, a décidé véritablement de monter sur le terrain, de démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. Pour l'instant, ça va. Il a des performances normales, je le dirais. Je pense que déjà en MLS, certains joueurs ont réalisé des très grosses performances, mais c'est Lionel Messi, il est parti pour ça, il est parti pour faire le spectacle. Et donc, on va se délecter de sa saison et puis voir ce que cela va produire en fin d'année. Bon, en tout cas, Messi qui continue de briller, hein, malgré qu'il n'est plus avec ses autres coéquipiers, voilà, Barça? oui, de Barça, oui. Bon, après, il y a le passé au Paris Saint-Germain. Est-ce que sur ce que j'ai vu là, c'est vraiment brillé? 2 doublés, un but sur les 6 derniers matchs, 10 buts en 11 matchs. Bon, c'est vraiment, c'est pas surprenant pour Lionel Messi. Il n'y a pas de quoi s'extaser quand on connaît la carrière de Lionel Messi. Non, je pense qu'ils sont en train de comparer ça à son passage à Paris qui était... Moi, j'ai plutôt deux aspects de commentaires. Le premier aspect, c'est que le championnat américain, à une certaine époque, comme d'ailleurs ça se fait maintenant pour les autres, a investi beaucoup d'argent pour attirer les stars. C'est que les Asiatiques ont repris aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. Or, il se trouve qu'en ce moment, il y a une bonne promotion qui est faite sur les championnats asiatiques avec la Ligue asiatique, qui est très belle en ce moment, et tous les yeux sont rivés vers l'Asie. Donc, forcément, quand la presse américaine commence à parler de Lionel Messi, bon, certainement qu'elle veut ramener un peu la lumière vers elle, parce qu'en ce moment, tous les yeux sont rivés vers l'Asie, avec la Super League asiatique. Maintenant, après, Messi, après, il y a le ballon d'or qui arrive. Et on est en train de parler de Lionel Messi. J'ai vu un ranking quelque part là. Jude Bellingham, numéro 1, Mbappé, numéro 2, Haaland, numéro 3, Messi, numéro 4, devant Harry Kane, numéro 5. J'ai dit, bon, attention. Il y a encore le ballon d'or qui arrive. Ils vont nous faire, à coup de publicité, de marketing, ils vont peut-être nous faire le même coup. Donc, vous pensez qu'il peut être en course pour le ballon d'or? Ah, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de... Je dis, j'ai vu un classement où il n'était pas très, très loin. D'accord. Cette allure-là, si quand on continue à communiquer, on va le glisser, il va se trouver sur le podium. On va le glisser. Quand tu parles de Georges, oui. Non, je pense que Messi... C'est un grand talent, oui. Il faut le respecter. Il a beaucoup apporté au football, à la vulgarisation et à la promotion du football dans le monde. Je pense que Messi aurait pu même jouer aujourd'hui en Europe. C'est un très bon joueur et il est en train de faire, encore monter son palmarès. Il faut le saluer. Il ne faut pas l'enterrer. Le football, les spectateurs ont toujours envie de voir de telles stars. Non, ça dit que... Exactement. Oui, Ronaldo, Messi et autres. Même Neymar, s'il revient en forme, les gens auront les yeux pour lui. Donc, il faut saluer des garçons comme ça. Il faut les aider à ne pas mourir tôt. Non, ça dit que je respecte sa longévité. Si vous voulez, moi, mon avis... À 36 ans. Sur les 15 dernières années, c'est le footballeur le plus doué qu'on ait vu dans le football. Le plus compétitif, c'est peut-être Cristiano Ronaldo, mais le plus doué, c'est visiblement Lionel Messi. On ne va pas se le cacher. Mais sur les chiffres qui ont été donnés,
et que nous-mêmes nous avons regardé, Oui. est-ce que vous pensez que Lionel Messi doit faire le buzz? Il en a tellement fait, il en a tellement Mais en tout cas, aujourd'hui, il fait le buzz. Voilà. Ça, c'est Voilà. pas des chiffres, c'est pas des chiffres qui permettent de jeter un regard, bien attirer la lumière vers Lionel Messi. Je dis que attention à du Oui, marketing derrière. oui, coach parce que Kwadjo Messi est un Mais bon on- produit aussi. C'est l'avis de Roger Stéphane. Bien sûr. Allez-y. Mais oui. on parle des États-Unis. Dans les années 70, déjà, Pelé, Franz Beckenbauer, C'est bien ça. Jomo Cosmos, À Cosmos, ouais. tous ceux-là étaient à Cosmos pour vulgariser et promouvoir le football. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ils aiment toujours ce qui est grand. Ils aiment toujours faire les choses en grand. Et voilà qu'ils ont pu attirer quand même un homme comme Voilà. Lionel Messi. Exactement. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'il doit avoir 8 coupes. Non, 8 ballons d'or. Ouais, 8 ballons d'or. 8 ballons d'or. Quand même, c'est pas rien. Quand vous avez un garçon comme ça avec vous, dans votre maison, dans votre ville, mais vous êtes heureux. Voilà, vous en Et donc, profitez. vous en profitez. C'est ce qu'il apporte. Il n'est pas allé dormir. Il marque des buts. Il est le meilleur passeur. Il est le meilleur buteur de son club. Mais c'est tant Exactement. mieux. Il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas l'avoir. Et on allait dire qu'il est mort. Oui, il nous a bluffé au Paris Saint-Germain. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais il est vivant. Voilà. Il est alive. Et il est très décisif actuellement. Jean-Philippe, vous pensez que Messi... Jean-Philippe, c'est quoi ce visage? Vous pensez que Messi est encore en course pour le Ballon d'Or? Ce serait une aberration. Mais avec les tenants de cette distinction, il faut s'attendre à tout. Ils ont déjà démontré leur esprit partisan. C'est bien dommage. Mais bon, on verra ce que cela va donner en fin de saison. D'accord. Bon, en tout cas, ce soir, dans le Sabuzz de ce soir, c'était encore Messi. Voilà, Roger Stéphane. Messi reste Messi quand même. Quand même. Messi, oui, Messi Quand reste même, Messi. C'est un garçon formidable qui nous a fait rêver Ouais. avec le Barça, un peu moins avec le Paris Saint-Germain, un peu moins aux États-Unis. Mais Messi, il va rester pendant longtemps l'un des meilleurs footballeurs de tout le temps. Dans un cercle à 5, il est forcément dedans. Ah oui. Et quand il gagne la Coupe du Monde en 2022, il rentre au panthéon des grands joueurs du football argentin. Derrière Mario Kempes, qui a gagné la Coupe du Monde en 1978, et surtout celui que moi j'aime par-dessus tout, le grand Diego Armando Maradona LPB, qui a gagné la Coupe du Monde en 1986. Donc oui, Messi est un joueur hors norme, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Messi Tout simplement, Messi est vous un l'avez joueur dit. Allez, on termine pour le Sabuzz de ce soir. Coach Kwadjo Georges, oui. Non, c'est beau. C'est bon. C'est beau. Sinon, je voulais parler de Ardiles. Ah, Il y avait voilà. un certain Ardiles Oui. qui a joué derrière Campes, qui distillait de bons ballons petits. Il est venu en Angleterre après, mais ça n'a pas assez bien marché pour lui. Très bien. Voilà, vous l'avez donc fait, vous avez ajouté, je vous ai laissé faire. Merci, c'est vraiment gentil. Que Dieu vous le rende. Amen. Je vous en prie, coach Kwadjo Georges. Merci. Allez, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Le téléphone est ouvert avec la question LGT pour vous permettre maintenant de participer à l'émission. Ligue 2, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa? Alors, pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez, bien sûr, hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Allez, on part pour l'actu. Alors que la bataille pour la montée en Ligue 1 fait rage entre l'Africa Sport et l'ISCA, la commission de recours est venue ajouter une couche supplémentaire. Bon, on regarde cet élément préparé par la rédaction et après nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. La commission de recours de la Fédération ivoirienne de football, en date du 26 avril 2024, a décidé que le match Sirocco FC ISCA soit rejoué. Cette rencontre, comptant pour la 10e journée de la Ligue 2, s'est disputée le 14 décembre 2023. Émaillée d'incidents, elle n'est pas allée jusqu'à son terme alors que le score était de 1 partout. Cependant, ce résultat a été homologué par la commission d'éthique et de discipline le 2 avril 2024. C'est cette décision que la commission de recours vient de casser en ordonnant que la partie soit rejouée. En application de cette sentence, la Ligue professionnelle a programmé le match Sirocco FC ISCA pour ce jeudi 2 mai 2024 au stade Auguste Denise de San Pedro.
Cette décision de la commission de recours ajoute une couche supplémentaire au duel palpitant que se livrent le leader du groupe A, l'Africa Sport, et son dauphin, l'ISCA, dans la course à la montée en Ligue 1. Le club vert et rouge a réagi en publiant ce jour un communiqué signé de son président, Kuyo Thea Narcisse. Il relève des vices de procédure et se réserve le droit de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS. En attendant, sur le terrain de jeu, la bataille continue de faire rage. Ce lundi, en clôture de la 18e journée de la Ligue 2, l'ISCA, grâce à sa victoire face à l'USC Bassam, s'est rapproché de l'Africa Sport, battu au stade Champroux par la RFC d'Aboisseau. Voilà, alors on part pour le débat de ce soir. Le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa Sport? Messieurs, à vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît, et après vous pourrez bien sûr argumenter. Oui pour coach Kouadio Georges, non pour Roger Stéphane, et oui aussi pour Jean-Philippe. Coach Kouadio Georges, on vous écoute, s'il vous plaît. Ben, quand je pense que l'Africa produit ce communiqué, ça veut dire que pour l'Africa, ce match avait déjà été mis dans les oubliettes et que ce match ne devait plus être joué et que le résultat était déjà pris en compte. Et voilà que donc l'Africa vient d'être surpris. Et ça, et au-delà de tout ceci, vous avez que l'Africa vient de perdre cet après-midi, je pense, son match. Et oui. Donc ça fait que de match en match, de défaite en défaite, ceci met la pression sur l'Africa et on ne sait jamais, ça va manquer de sérénité quelque part. Et ça, il faudrait que les dirigeants éloignent les joueurs de cette pression et les amènent à pouvoir être présents sur le terrain afin de pouvoir, si possible, maintenir leur avantage. Sinon, je pense que la pression est du côté de l'Afrique. Voilà, donc le match en moins de l'ISCA met la pression pour vous, met la pression sur l'Africa Sport. Pour participer à l'émission, très chers téléspectateurs, le 27 21 59 93 99. Et puis nous, on est là. On vous prendra en direct sur la 3 et puis on écoutera votre avis. D'accord. Jean-Philippe aussi a donné un oui. Oui, écoutez, je vais rebondir même sur les propos du coach, parce que le courrier en lui-même de l'Africa Sport d'Abidjan est édifiant quant à la pression que cette rencontre-là met sur les épaules des dirigeants du club et donc du club en lui-même. Ensuite, c'est un poursuivant direct de l'Africa Sport d'Abidjan qui, sur ses dernières rencontres, n'eût été son faux pas face au vert et rouge, assure une certaine stabilité au niveau de ses résultats. Et pour ne pas arranger les choses, l'Africa s'est incliné cet après-midi face au RFC à Boisseau, permettant à cette formation de revenir à un point avec un match en moins. Il y a des raisons bien évidentes de s'interroger sur cette décision de la commission de recours de la Fédération de football qui apparaît un peu étonnante et unique au vu des circonstances qui ont été évoquées pour expliquer ce qui s'est passé durant cette rencontre. Mais elle en a décidé en tout état de souveraineté et sa décision oblige tous les participants à la fédération à s'y plier. Maintenant, du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, comment est-ce qu'on s'attend à réagir par rapport à cette rencontre qui aura forcément lieu en cas de victoire à 10K? Est-ce que ce sera tout simplement le découragement ou bien en cas de défaite, cela va remobiliser les joueurs parce qu'on les sent un tout petit peu dans les chaussettes. Ce sont des garçons qui semblent ne pas tenir la pression et avec ce match qui apparaît comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, il est évident que jusqu'à la fin de la saison, cette rencontre-là risque d'avoir un impact sur la motivation des Verts et Rouges et sur leurs objectifs qui sont notamment la montée en Ligue 1. Voilà, donc la pression est pour vous du côté de l'Africa Sport. Sur la page Facebook de la 3, on a Josué Siloué qui nous dit on a l'impression qu'il y a tout un groupe qui met tout en place pour ne pas voir l'Africa en première division. Sinon, je ne vois pas en quoi une équipe qui refuse de jouer un match à quelques minutes de la fin et après on vient nous faire croire que cette équipe a eu raison auprès de la FIF. Bon, on va poursuivre avec les messages. On a un appelant. Monsieur Ali qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, monsieur Ali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Bon, je pense qu'on l'a perdu. Donc, Ligue 2, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa? Le 27, 21, 59, 93, 99 pour participer à l'émission. Roger Stéphane, on vous écoute, hein, vous qui avez un avis contraire. Non, j'ai dit non avec un peu d'ironie. Et je vais m'expliquer. Okay. Parce qu'avant le match, avant la journée d'aujourd'hui, il y avait 4 points entre l'Africa et ISCA. Sur les 3 schémas par rapport à ce match à rejouer, il aurait eu un point en cas de victoire de ISCA et 2 points entre les deux en cas de match nul. Donc, ISCA n'a pas encore joué contre Sirocco. À partir de cet instant, on ne peut pas l'affirmer. Ensuite, la saison dernière, ISCA n'était pas dans la même poule que l'équipe de l'Africa. Donc, Une minute, Roger Stéphane, on a l'appelant qui est de retour. Oui, monsieur Ali, bonsoir. Oui, bonsoir, Marie-Christelle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa? Oui, je pense que c'est un coup dur pour l'Africa. Parce qu'avec la défaite qu'on a contenue ce soir face à Boisseau, oui. Vraiment, c'est un coup dur pour l'Africa. On espère que cette année sera bon pour nous, les Oye. D'accord. Mais pour l'instant, l'Africa a la pression. L'Africa a la pression, oui. L'Africa a la pression. Okay. Il voit que son adversaire direct du soir a un match en moins. Ça va beaucoup peser sur le moral des joueurs. Et puis, ça fait un peu difficilement. On croise les doigts pour que tout se passe bien. À la gravité. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Oui, oui Roger. Moi, je suis en train de vous expliquer l'ironie qu'il y avait un peu dans mon nom. Parce que je constate que le vrai problème de l'Africa, ce n'est pas ISCA. L'année dernière, ISCA n'était pas dans la poule de l'Africa. Le vrai problème de l'Africa, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. La vraie pression vient de l'Africa elle-même. C'est l'équipe même qui se met en difficulté. Vous avez 3 points d'avance sur votre poursuivant direct. Il vous reste 5 matchs à jouer. Si vous gagnez vos 5 matchs, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Et le résultat d'aujourd'hui est venu confirmer ce que je dis. Parce que l'Africa s'est fait battre par Aboisseau. Ouais. Sur l'affaire d'Aboisseau, Isca a quelle responsabilité dedans? Isca n'a aucune responsabilité dedans. Vous avez un match 90 minutes, vous créez beaucoup d'occasions de but, 4 occasions de but en première période, vous en avez quelques-unes en seconde période, vous jouez pendant 20 minutes une équipe qui est réduite à 10 et vous vous inclinez 1-0 pendant que votre adversaire direct est en train de s'imposer 4 buts à 0. Mais qui met la pression sur l'Africa? C'est l'Africa même. Le même schéma revient. Je l'ai développé tout au long de cette saison. J'ai dit attention. Tout le monde a dit l'Africa en forme cette année, un bel effectif. J'ai dit attention. Depuis 2 ans, l'Africa nous habitue au même schéma. La fin de saison est toujours difficile et il y a problème. Voilà, on y est. On y est. Aboisseau, comment vous pouvez vous faire arrêter par Aboisseau en l'état actuel du championnat de Ligue 2? C'est pas possible. Donc je dis, c'est pas Isca. Le vrai problème, c'est l'Africa. Que veut l'Africa même? Comment l'Africa gère les derniers matchs, les derniers instants, les dernières rencontres? L'année dernière, c'était Agir de Djibérois. La saison d'avant, c'était 2 autres adversaires. Aujourd'hui, c'est l'équipe d'Aboisseau. Une équipe qui est Aboisseau, que vous aurez pu négocier tout tranquillement, prendre vos 3 points, regardez dans votre viseur, aligner. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il nous reste 5 finales à jouer. C'est pas ça? Oui. Bon, vous avez perdu une finale. Donc, si vous perdez les autres finales, évidemment, l'autre va passer, il va partir. Donc, j'ai dit que le problème de l'Africa, ce n'est pas Isca. Le problème de l'Africa, c'est l'Africa Sport d'Abidjan. Il suffit juste de gagner. Regardez, une équipe qui a été magnifique tout au long de cette saison, qui a dominé tous ses adversaires. L'Africa a gagné tous ses concurrents directs. L'Africa Sport d'Abidjan a disputé une série de 12 matchs sans défaite, avec 9 victoires. Attention, comment avec un tel comportement, à 5 journées, à 4 journées maintenant de la fin du championnat, vous vous mettez en difficulté? J'avoue que ce comportement de l'Africa est étrange depuis 3 saisons et c'est celui-là qui embête tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que la pression de l'adversaire de l'Africa, ce n'est pas Isca. La pression de l'adversaire, c'est l'Africa Sport même. C'est ce qui explique mon nom. Voilà un peu ma logique. Mais je suis un peu on est tous un peu embêtés. On est tous un peu dans bien compris, dans le dur avec ce comportement étrange de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui finit très mal sa saison au niveau de la Ligue 2. D'accord, c'est bien compris. Pour vous, c'est l'Africa elle-même qui se met la pression. Ligue 2, hein, le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa Sport? Appelez-nous au 27 21 59 93 99 si vous désirez participer à l'émission ou bien continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. On continue de parler justement de cette pression du côté de l'Africa. Oui, Jean-Philippe. Oui, écoutez, c'est vrai, Roger Stéphane a parlé du problème interne dans l'Africa, mais
Je le dis, si l'Africa joue avec des adversaires derrière qui ne font pas de très bonnes séries, l'Africa va se retrouver sans pression dans un fauteuil douillet. Donc c'est vrai que le problème vient de l'Africa Sport Abidjan, mais il faut reconnaître également que quand vous avez un adversaire qui vous souffle carrément dans le cou, eh bien, si vous n'avez pas le sang-froid nécessaire pour aller au terme de la mission, vous pouvez tout simplement échouer. Et c'est ce qui semble en train d'arriver à l'Africa Sport Abidjan, parce que le rappel il est clair. La première année en Ligue 2, il y a eu Yamoussoukro et le Stade d'Abidjan qui ont créé toutes les misères à l'Africa. L'année passée, c'est la formation de l'AG de Guibérois qui n'est pas monté certes en Ligue 1 mais qui a contribué à maintenir l'Afrique en Ligue 2. Cette année, il y a Daoukro mais il y a Iska qui pousse. Iska l'année dernière également était à 2 doigts de monter en Ligue 1 avant de s'incliner lourdement face à la formation de Mouna FC. Ouais. Et donc cette année également, les ambitions de ces hommes-là ont été revues à la hausse. Donc du côté de l'Africa Sport Abidjan, on a l'impression que ce sont les mêmes erreurs qui sont commises d'année en année. On ne tire simplement pas les leçons de ce qui s'est passé auparavant. J'ai l'impression que pour certaines personnes, le nom Africa Sport d'Abidjan va suffire seulement à faire peur aux adversaires et à voir ces derniers-là céder le passage au vert et rouge. Mais ce n'est pas ce qui se passe depuis l'entame de la saison. Sur l'attitude des Iska, je pense que cette formation, après avoir perdu face à l'Africa, va essayer quand même d'avoir une série de victoires. L'Africa Sport d'Abidjan ne rassure pas, parce que quand vous inclinez face à Daoukro, on s'est dit sur vos 4 dernières finales, comment est-ce que vous allez parvenir à vous qualifier à Boisseau? Qu'est-ce que j'ai avec Daoukro? Bon. C'est vrai que très bientôt, la Côte d'Ivoire sera réunie à Daoukro pour accompagner son Excellence M. Henri Konan Bédié, mais bon. Concernant à Boisseau, donc je pense que du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, il y a beaucoup d'interrogations. On a parlé d'un problème de l'environnement, on a parlé d'un problème de pression que certains joueurs se mettent eux-mêmes. Il faut tout simplement essayer de retirer cette pression sur les épaules des garçons et puis les emmener à faire tout simplement une roue libre jusqu'en fin de saison. Tout à fait. On a un appelant, on a M. Nzoué qui nous appelle de Bongouanou. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute. Hein. Est-ce que le match en moins de l'ISCA met la pression sur l'Africa? Bien sûr. Nous vivons le football depuis si longtemps. Quand l'adversaire a une certaine position, ça joue. Ça joue sur les autres. Même les enfants sur le terrain savent qu'il y a une pression. La pression, ça peut amener à une défaite. Donc, je voudrais souhaiter que ces situations, je suis supporter d'ASEC, mais pénaliser l'Africa en prenant des décisions qui vont mettre ce joli championnat en cause, je suis malheureux. Il aurait fallu vraiment rentrer en profondeur. Je vais vous conter une histoire. Depuis une année, l'ASEC d'Abidjan, si vous pouvez bien m'écouter. Une histoire courte. Pardon? Une histoire courte, sinon on ne pourra pas vous écouter. Une histoire très courte, allez-y. Ok. L'ASEC d'Abidjan a joué contre le Stade d'Abidjan en demi-finale dans les années 70-80. C'est l'année où Poko a pu égaliser puis a devancé le Stade d'Abidjan alors que l'ASEC était mené à 3-1. Après la prolongation, le match n'était pas fini, les joueurs du Stade ont refusé de jouer. Oui. La fédération a validé le match. Si on ne fait pas ça, chaque fois une équipe se sentira mal à l'aise, va cafouiller le match, va mettre un désordre et ça va continuer. Donc je souhaite qu'une équipe qui cafouille le match, qui met du désordre, soit sanctionnée. Sinon, si on ne sanctionne pas, que c'est les habits qu'on sanctionne, en plus on fait reprendre les matchs là, on ne va jamais s'en sortir. Donc c'est ce que Etienne a dit. Mais nous reconnaissons tous que quand l'adversaire direct et à des points derrière, qu'il y a des situations comme ça, ça déconnecte tout le monde. Donc les jeunes gens qui veulent courir sur le terrain, ils ont ça en cœur aussi. Donc ça joue sur leurs prestations. Il faut le reconnaître. C'est ce que je tenais à vous dire. D'accord. Merci beaucoup, M. Nzoué. Merci beaucoup pour votre participation. Qui nous appelait donc de Bongouanou. Avant de voir les temps forts des deux matchs de cet après-midi, j'aimerais demander, comme le disait justement le téléspectateur, est-ce que la décision de la Commission a mis une pression aussi sur les Aiglons ce soir? Comme je le disais tantôt, l'Afrique a été surpris de voir cette décision sortir des tiroirs. Et donc, déjà, ça, quand on est surpris, c'est qu'il y a
il y a des situations qu'on ne maîtrise plus. On est dans le dur, on est pressé, on doit gérer certaines situations tout le temps. Donc là, l'Africa a été pris de court. Et maintenant, ce n'est plus les mêmes calculs, ce n'est pas le même tempérament. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut tout faire pour éloigner les joueurs, pour les préparer d'une autre manière, pour qu'ils puissent, sur le terrain, répondre aux aspirations de l'Africa. Sinon, tout ce qui se passe autour de l'équipe, ça ne pourra pas aider les joueurs à pouvoir réussir leur mission. D'accord. Donc, cette décision a joué sur le mental des joueurs? C'est évident. Pas directement, mais je me demande comment est-ce qu'au sein du club, les joueurs, le staff technique a analysé le courrier du président de l'Africa Sport Abidjan quant à cette décision. Parce que si l'environnement de l'équipe n'est pas assaini, si les joueurs, on leur permet tout simplement d'intégrer dans leur préparation mentale ce que l'administratif fait, il y a évidemment une liaison qui va créer souvent de la déconcentration. Parce qu'avec cette décision, qu'est-ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux toute la semaine? Même le supporter qui vient d'appeler, qui est supporter de la SEC, l'a ressenti comme une injustice. Donc imaginez-vous ces garçons qui courent depuis le début de la saison, qui ont de l'espoir en se disant que, bon, avec les circonstances des différentes rencontres, on a pu quand même avoir un bon matelas par rapport à des adversaires directs. On a une commission de recours qui vient remettre ces adversaires-là dans la course. Ça joue sur le mental, qu'on le veuille ou non. Et si les garçons ne sont pas bien encadrés, en allant sur le terrain, ils vont se dire à quoi ça sert pour nous de faire tous ces efforts si à chaque fois qu'on pense avoir pris du large, derrière, il y a quelqu'un qui va prendre une décision contraire et qui va nous ramener toujours cet adversaire-là pour nous amener à faire encore plus d'efforts. Rappelez-vous, je pense qu'en Formule 1, on a eu un cas similaire il y a de cela 2 saisons, sur le dernier tour du côté d'Abu Dhabi entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un mauvais choix de M. Mazzi, qui était le directeur de course, et qui avait permis à Verstappen de remporter son premier championnat du monde. Il a fallu, et même jusqu'aujourd'hui, il faut encore du temps à un champion du monde qui a eu 7 quand même titres de champion du monde comme Lewis Hamilton, de pouvoir digérer ce genre de décision. Donc ça arrive, c'est pourquoi on parle d'accompagnement psychologique des joueurs, on parle d'assainissement de l'environnement. Il faut arriver à un moment, le directeur sportif, l'entraîneur et même les dirigeants de l'Africa, faire comprendre aux joueurs que leur rôle, c'est de se concentrer sur les affaires du terrain, de ne même pas s'occuper de ce qui se passe autour du terrain et de tout faire pour remporter les matchs. Le reste, l'administratif va le gérer. Parce que quand on regarde la prestation de l'Africa aujourd'hui, face à cette équipe d'Aboisseau qui était très abordable pour elle, il faut se poser les questions. Pourquoi il y a eu cette sorte de démotivation? Voilà, je pense que l'une des réponses peut se retrouver dans cette décision de la commission de recours. D'accord. Roger Stéphane, la même question pour vous? Non, c'est-à-dire qu'on parle de quelle décision? Le courrier de l'Africa? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de courriers qui ont signé. Non, de la décision de la commission qui permet de rejouer ce match. Alors, moi j'essaie de prendre langue avec les différents partis. Il y a beaucoup de versions sur l'événement, sur ce qui s'est passé lors de cette 10e journée entre Isca et Siroko. Mais je constate que toutes les décisions qui ont été prises se ressemblent plus ou moins à certains qu'on a demandé l'annulation et d'un côté on a même l'homologation. Mais les raisons sont les mêmes. La commission éthique et discipline et la commission de recours disent que, en l'article 42 des textes de la fédération, quand une rencontre est arrêtée, que cela n'est pas imputable au club, le match doit se rejouer. Or, il se trouve que dans tous les documents qu'on a, ils sont tous unanimes que l'arrêt du match n'est pas imputable au club. Que ce soit la commission d'éthique et de discipline, que ce soit la commission de recours. La preuve d'ailleurs, la responsabilité des arbitres dans ce match a été reconnue au point où la commission centrale des arbitres a suspendu les arbitres du match. Donc, sur ce coup-ci, il y a un document qui est là, qui est officiel, qui est de la fédération, qui est d'une instance, je vais dire un peu, qui est une sorte de dernier recours et qui a statué en appliquant les tests en vigueur à la Fédération de football. Deuxièmement, sur le courrier de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, j'ai regardé le courrier. C'est vrai que dans le conflit, l'Africa n'est pas directement impliqué, mais il peut avoir une incidence quand même sur le classement et la montée en Ligue 1. Donc sur ce coup-ci, j'ai vu que l'Africa va adresser une requête à la commission de recours pour connaître les motivations de sa décision. Bon, on va attendre. Excusez-moi. Non, je termine. Ensuite, ils vont adresser un courrier au secrétariat des commissions juridictionnelles en vue de se faire délivrer les pièces du dossier. Donc, l'Africa veut comprendre. C'est tout à fait légitime. On est maintenant, d'un point de vue administratif, on va voir quels ont été les faits, quelles ont été les décisions, quelles ont été les implications.
Et puis l'Africain va prendre une décision. J'ai eu dit dans le courrier également des Verts Rouges, j'ai senti qu'il se donnait le droit de saisir le TAS au cas où. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, les tests ont parlé, l'administration a parlé. Maintenant, on va regarder la suite des événements. D'accord, mais pour répondre à ma question, est-ce que le courrier, la décision de reprendre le match a eu un impact mental? C'est possible que ça ait pu avoir un impact sur l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais maintenant, si on veut lier forcément la performance de l'Africa à ça, autrement, on va tous se contredire par rapport à ce qui s'est passé à l'Africa sur ces dernières saisons. Très bien. L'Africa avait une grosse pression sur le dernier match, le fameux choc face à Isca. L'Africa, tous les points avaient été réduits, les deux équipes étaient à 34 points. L'Africa a réussi à se sortir du piège en s'imposant brillamment face à l'équipe de Isca. L'Africa aurait pu avoir la même attitude aujourd'hui en s'imposant tranquillement face à l'équipe d'Aboisseau. C'est bien compris, Roger Stéphane. Jean-Claude désire ajouter quelque chose? Non, ça concernait cette décision de la commission de recours, mais je pense qu'il a donné une réponse parce que la commission de recours ne peut pas nous donner une telle décision sans que la motivation ne soit rendue quand même publique. Et je pense que si l'Africa demande les différents éléments qui ont sous-tendu la décision de cette commission, après de ce moment-là, si ces éléments-là sont rendus publics, on pourra se faire une idée, parce que quand on nous dit que l'arrêt du match n'est pas imputable à l'une des équipes, alors que tous les rapports stipulent que c'est l'équipe d'Isca, parce qu'un pénalty sifflé était annulé, qui a décidé de sortir du terrain, je me demande sur quelle base la commission de recours s'est appuyée pour dire que cette décision n'est pas imputable à une équipe qui a refusé de revenir sur le terrain. Bon, c'est assez unique. Il y a des arbitres qui ont été sanctionnés. Pourquoi ils étaient sanctionnés? Parce qu'ils sont revenus sur une décision, alors que les arbitres sont souverains. Ils peuvent le faire si l'action n'a pas encore eu lieu. Bon, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte, mais je ne vais pas débattre d'une décision dont les différents éléments qui ont sous-tendu le verdict final ne sont pas encore disponibles. C'est exactement ça. Quand cela va être disponible, on verra. D'accord. Alors, messieurs, avant de poursuivre donc le débat, je vous invite à suivre justement les temps forts des deux matchs de cet après-midi. On regarde. Les 3 points, chaque match était final pour l'Africa Sport. Exactement, il a parlé de finale. Oui, 5 rencontres importantissimes à jouer pour l'Africa Sport d'Abidjan. Il va falloir absolument les gagner. Et ça commence aujourd'hui par ce match face à Isca. Le coup d'envoi sera donné entre l'Africa et la Renaissance Football Club d'Aboisseau. C'est parti donc pour 90 minutes de feu ici au stade Robert Champroux, avec un premier long ballon pour l'Aurier qui sont notre jeu offensif. Premier corner. Faire ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Le corner est frappé, premier poteau, repoussé. Un ballon qui va revenir avec la reprise de Zali Franck et ça va passer complètement à côté. Léoyer, coup franc intéressant alors qu'ils sont tous montés, les grands gabarits, Adja Alexandre notamment. C'est parti fort. Ouh, là, il a failli avoir un contre son camp sur ce coup franc dangereux. Ouami, Serigne Messi, ils sont tous là. Le corner est frappé et repoussé encore par la bonne défense d'Aboisseau. Serigne Messi qui va tenter de s'arracher et une possibilité de contre-attaque pour l'équipe d'Aboisseau menée par Eddie Franck qui a du soutien avec Akalavid qui a servi. Akalavid, passement de jambe, la frappe est contrée et corner pour Aboisseau à suivre. Heureusement qu'il était là, Adja Alexandre. On n'a pas assez parlé de Bagri Jean-Louis, de sa numéro 8 de RFC Aboisseau, qui dézone beaucoup. Le voici ici, voilà, à l'entrée de la surface de réparation. Au centre d'Akalavid, avec la reprise et l'ouverture du score. Et là, attention, c'est une tempête qui est en train de s'abattre sur l'Africa Sport d'Abidjan avec cette reprise de volée à la 65e minute de jeu. Et Aboisseau est en train de réussir son piège. Aboisseau est en train de réussir son pari grâce à Mohamed Lamine, son capitaine. On l'avait dit, il avait été excellent jusque-là. Et il est couronné par ce but incroyable. 1-0 pour Aboisseau. Le football est simple. Regardez, tout est parti d'abord d'une action offensive. Et ensuite, après, on passe qu'un corner, joué à 2 à 3. Et maintenant, le ballon qui revient d'un geste d'instinct. Le capitaine Mohamed Lamine, capitaine courage. C'est le dernier espoir et c'est terminé. Aboisseau a tendu un piège incroyable. Oh, il y a l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui va s'incliner. 1-0.
les temps forts donc des 2 matchs de cet après-midi et justement, voyons les résultats et classements de la 18e journée de la Ligue 2. Alors, sur les matchs disputés pour cette 18e journée dans le groupe A, US Tchologo a été battu par le club omnisport de Boisflé 2-1. Adiaké a pris le meilleur sur Yamsokro 2-0. Siroko FC Donkov ont fait match nul 1 but partout. Issiawazi et US Femi ont coupé la poire en deux 0-0. Iska a fait une démonstration face à l'USC Bassam 4-0. Et l'Africa Sport d'Abidjan s'est incliné face à Boisseau 1-0. Voilà. Alors, messieurs, est-ce que finalement on peut dire que l'ISCA a maintenant un avantage psychologique? Coach Kouadio Georges. Ah oui, ça c'est évident. Quand on voit ISCA jouer contre l'Africa et qui est battu 1-0, et après, juste ce match, va gagner par 4-0, on dit que ISCA, le vent en poupe, ISCA a pu remonter quand même sa défaite psychologique. Mais l'Africa qui gagne ce match et qui va perdre contre une équipe où vraiment aucun ne s'y attendait, c'est terrible. C'est terrible. On a eu les résultats et classements de la poule A. On regarde maintenant pour la poule B. Alors, sur la poule B, bon d'accord, voilà, maintenant les vrais chiffres sont là. Agir de Guibérois a battu Baffing de Côte-Agnan-Lonsois 2-1. Le match en temps sportif de Benjeville, Oza est reporté. ADFK et l'Air Standard ont fait match nul 1 but partout. Le CW Sport de San Pedro s'est encore incliné face à Espérance de Boaké 2-3. EFIM a pris le meilleur sur l'Amfiara 1-0. Et WAC s'est imposé face à Songon FC 1-0. Alors, sur le classement dans la poule A de l'Africa Sport d'Abidjan, les Verts Rouges sont toujours en tête avec 37 points plus 12. Iska est deuxième avec un match en moins, 36 points plus 12. Bassam est troisième, 27 points. Quatrième, US Fermier, 25 points. 25 points également pour l'équipe de Yamsokro qui est cinquième. Issia Wazi a 25 points également, sixième. Boisflé vient à la 7e place avec 23 points. 8e place pour Aboisseau avec 23 points. Adiaké occupe la 9e place avec 22 points. Siroko a 20 points et est 10e. Tchologo est à la 11e place avec 18 points. Et puis Donkov ferme la marche dans cette poule A avec 11 petits points. Dans la poule B, c'est Oza qui continue de régner dans cette poule B. Oza, 35 points premier. EFIM, deuxième, 29 points. WAC à 28 points. L'équipe de Agi à 28 points également. À la 5e place, on retrouve l'Entente sportive de Benjaville, 28 points. Baffing, 6e, 26 points, c'est bien ça. Oui. L'Amfiara est 7e avec 25 points. À la 8e place, on retrouve l'Air Standard, ancien sociétaire de la Ligue 1, qui a 24 points. L'ADFK a 22 points, il est 9e. Songon FC occupe la 10e place avec 19 points. L'Espérance de Boaké à 19 points, 11e. Et puis, à la fameuse 12e place, on retrouve l'un des monuments du football ivoirien, le CW Sport de San Pedro, qui est rétrogradé en Détroit avec 6 petits points. C'est un pan de l'histoire du football ivoirien qui venait s'inscrire avec ce classement de l'équipe du CW Sport de San Pedro. Voilà, bon, messieurs, Jean-Philippe surtout, est-ce que vous avez le sentiment que la montée dans le groupe A se jouera au final devant les juridictions? Oh, c'est possible. C'est possible parce qu'on entend là beaucoup d'histoires de recours. Je pense que le juridique va beaucoup agir, mais d'abord, avant d'y arriver, il faudrait qu'on assure l'essentiel sur le terrain. Il reste 4 journées. C'est vrai, l'Africa s'est mis en difficulté avec cette défaite, mais l'équipe de l'ISCA l'année dernière également nous a montré sur les fins de saison qu'elle n'était pas aussi solide qu'elle est en train de le démontrer aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'elle a changé d'attitude? Est-ce qu'elle aura la force de faire un 4-sur-4? Est-ce que l'Africa également va se relever de cette défaite? On aura une réponse déjà à partir de la prochaine journée. Je pense qu'on est dans la ligne décisive. Après cette journée, il restera 3 matchs et franchement, on verra ce que cela va donner. D'accord. Le match en moins de l'ISCA met-il la pression sur l'Africa Sport? Écoutons le public sportif ivoirien. Ça sera une pression pour l'Africa parce qu'il faut savoir que l'ISCA également cherche à venir en Ligue 1 et l'Africa également. Donc du coup, l'Africa, du moins, devrait se servir de cette pression positive pour essayer de donner encore plus
courage à ses troupes pour pouvoir se battre et en tout cas accéder à la Ligue 1. Donc moi je pense que c'est également une très forte pression que l'Africa recevra, mais elle est positive. Positive parce que l'Africa se doit de se battre et revenir en Ligue 1, parce qu'on a besoin de l'Africa en Ligue 1. C'est sûr que la pression est réellement du côté de l'Africa, mais avec le beau jeu que l'Africa actuellement met, je pense bien que c'est quelque chose qu'ils pourront gérer. Dans tous les cas, avec un match en moins de l'ISCA, c'est vrai que l'Africa est en danger, mais je suis confiant. Il sait que derrière, l'Africa pourra faire le beau jeu qu'il a l'habitude de faire et passer en Ligue 1. Parce que vivement, il faudrait que l'Africa passe pour qu'il y ait du beau jeu entre la SEC et l'Africa. Effectivement, c'est vrai que présentement, ils sont premiers, voilà, mais l'écart avec le Dauphin, c'est minime. 3 points, c'est rien. Voilà, c'est le football, tout peut arriver. Forcément, il y a la pression. L'Africa, certes, est en danger parce que, je dirais, le championnat, ça finit bientôt. Voilà, il ne reste pas assez de matchs, donc tout peut arriver. Voilà, l'Africa est en danger, ils ont une pression. Et le Dauphin aussi a une pression. Voilà, maintenant, l'avantage de l'Africa, je dirais, c'est l'expérience. Voilà, parce que dans le foot, ça compte beaucoup. Donc l'expérience peut jouer à leur faveur. Voilà, ils vont essayer de gérer la pression et c'est possible qu'ils puissent en sortir. L'Afrique a toujours joué en Ligue 1. Maintenant, ça fait 2 ans que l'Afrique est en Ligue 2. C'est forcément l'Afrique a une pression sur sa tête. Voilà, pour pouvoir monter en Ligue 1. Ça, c'est forcé. Le niveau de l'Afrique, quand tu regardes, l'Afrique doit se positionner en Ligue 1. Voilà, parce que depuis petit, nous on sait que l'Afrique a toujours joué la Ligue 1 en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire avancer le football ivoirien, voilà, dans son ensemble. Voilà, l'Afrique doit aller en Ligue 1. Jusqu'à un match de moins, puisque l'Afrique a 3 points de plus. Selon moi, l'Afrique est en danger. Parce qu'avec les 3 points de moins, si l'Is joue bien, qu'ils ont gagné le match, l'Afrique sera franchement en danger. Voilà, on a donc eu vos différents avis ici sur le plateau, aussi avec les internautes sur la page Facebook de la 3, les téléspectateurs et bien sûr le public sportif ivoirien. Bon, après le sujet de l'actu de ce soir, passons à Saga des pros. On y va. On s'intéresse à présent à nos pachydermes dans leurs différents clubs. Bon, on regarde cet élément et après on en parle sur le plateau. Voilà, messieurs, on a pu noter le retour du champion d'Afrique Van Ndika, qui a même joué pendant 90 minutes. Est-ce que déjà vous attendez à sa titularisation de sitôt? À partir du moment où tous les feux sont ouverts du point de vue médical, c'est vrai qu'il y a eu la peur, il y a eu l'appréhension, mais je pense que le garçon lui-même avait une forte envie de revenir sur le terrain pour rassurer ses parents, ses coéquipiers, la Fédération de football et même ses dirigeants. Et il est venu, c'est très bien illustré durant cette rencontre. Il a montré qu'il était d'attaque. On va espérer maintenant que ce genre de frayeur ne l'est plus avec lui en particulier. Et en tout cas, on est très heureux de le retrouver parce qu'en jouant la Côte d'Ivoire des échéances importantes pour la Coupe du Monde, Van Ndika est le véritable patron de la défense de l'équipe nationale actuelle. Et le retrouver en pleine forme, c'est en tout cas un élément qui nous remplit du jour. Oui, Roger, non, pour être honnête avec vous, je ne l'attendais pas maintenant. Et en plus, face à une équipe comme Naples, c'est un vrai choc du championnat italien parce que le feu vert pour reprendre les entraînements, c'était le 24, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, c'était juste en fin de semaine dernière. Donc, aussitôt, reprendre un match aussi important face à une équipe aussi puissante que l'équipe de Naples, j'avoue que c'est allé un peu trop vite, mais ça veut dire beaucoup. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tout va bien. On a jugulé le problème, voilà, il a retrouvé la santé, c'est bien. Les signaux sont verts, c'est très bien. Deuxième élément, c'est qu'il a la confiance de son entraîneur. Parce que l'entraîneur, quand même, un joueur qui a eu un tel malaise le 14 avril, vous le ramenez dès qu'il revient à l'entraînement, vous le mettez sur la feuille de match face à l'équipe de Naples pour aller jouer contre Victor Osimhen, ce fameux avant-centre nigérien, ballon d'or l'année dernière. Ça veut dire que l'entraîneur a parfaitement, mais vraiment parfaitement confiance au garçon. Le troisième élément, c'est que c'est un joueur clé. C'est un joueur clé de l'équipe de l'AS Roma. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a mené le débat sur le ballon d'or à Cotonou. Mais on a parlé de Cotonou parce que Cotonou a fait une superbe saison avec l'équipe de Leverkusen. Mais là, c'est Ndika
termine bien la Ligue Europa avec l'équipe de l'AS Roma. Ouais. Donc on va regarder la fin du championnat pour voir le classement de l'équipe de Roma. À mon avis, le grand favori du Ballon d'Or sera Ivan Ndika. Et on vient d'avoir la preuve, un joueur qui a un petit malaise, mais le malaise à la poitrine il y a à peine 10 jours. On le fait jouer déjà dans un choc aussi important. Ça veut dire que c'est un formidable garçon, un grand joueur qui a bien porté les éléphants à la canne, qui est parfaitement là, qui a fait un très gros match. Il a joué 90 minutes. Il a fait une passe décisive à la 89e minute pour un but de l'équipe l'AS Roma. Bon, ça veut dire qu'Ndika est un formidable garçon. Maintenant, moi, je regarde la fin de saison de l'équipe de l'AS Roma par rapport au Ballon d'Or. En tout cas, vous l'avez dit, hein, il a la confiance de son coach, justement son entraîneur, qui s'est exprimé en disant il a fait un excellent match avec cette passe décisive et en défendant parfaitement devant face à un attaquant qui vaut 150 millions d'euros, a déclaré donc son entraîneur Daniel De Rossi. Oui, coach Kouadio Georges, avant de terminer, oui, Ndika. Ouais, Ndika, moi je suis très heureux de le revoir en forme et donc dire que ce qu'il a eu, c'était un malaise. Il y avait plus de peur que de mal. Et donc, on a dû même peut-être dramatiser beaucoup de choses. Sinon, que quand tu tombes comme ça et qu'on t'envoie à l'infirmerie, avoir les signaux verts aussitôt, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, moi, je dis qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et donc, les gens ont grossi. C'est un fait. Voilà que les médecins ont donné le feu vert. Et comme l'entraîneur a confiance en lui, il le met et il réussit un bon match. Donc pour moi, je suis très heureux pour lui, pour la Côte d'Ivoire, pour les téléspectateurs qui l'aiment bien et puis pour les supporters ivoiriens et qui l'adorent. Donc pour moi, Dieu merci qu'il soit rétabli et qu'il nous revienne en juin venir défendre les couleurs de son pays. En tout cas, nous sommes ravis de revoir Ndika en pleine forme. Voilà. C'est la fin de la grande team de ce soir, de ce lundi soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Roger Stéphane. Merci, Jean-Philippe. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, Begré Marie-Christine. Sublime femme. Merci beaucoup. Merci, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct, toujours sur la 3 à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.